Alors, le capitalisme vert, on en entend parler partout. Mais est-ce que c'est une vraie solution ou une arnaque? L'idée qu'on va décortiquer aujourd'hui, c'est celle-ci. Le système, qui a en quelque sorte créé le problème, peut-il vraiment nous en sortir? La voilà, la grande question. Le capitalisme peut-il sauver la planète? C'est la promesse qu'on nous martèle, n'est-ce pas? Sauf que, selon l'analyse qu'on va suivre, la réponse est un non catégorique. Et ce n'est pas juste une opinion, c'est présenté comme une impossibilité, quasiment mathématique. Voyons ça de plus près. Bon, tout part d'une promesse. Une promesse qui est, il faut l'avouer, très séduisante. C'est celle de l'écologie de marché. L'idée, c'est qu'on pourrait, comme par magie, faire rimer profit et planète. Le tout, bien sûr, sans jamais toucher aux bases du système. Et ces solutions, on les connaît par cœur, pas vrai? Les taxes carbone, les labels verts qui fleurissent partout, les voitures électriques, tout ça on nous le vend comme la solution miracle, le chemin tout tracé vers un futur durable. Juste quelques petits ajustements, quelques réglages, et hop, le capitalisme deviendrait compatible avec la planète. Et c'est là précisément que l'analyse qu'on explore prend un virage à 180 degrés. Elle nous dit que cette belle promesse, c'est une pure illusion, une façade, un décor de cinéma qui cache une réalité, disons, beaucoup plus sombre. Et les mots sont forts, je cite, « L'écologie qu'on nous vend depuis 30 ans est une fraude intellectuelle et mathématique. » Rien que ça. C'est une claque, hein? Ça balaye d'un revers de main 3 décennies de discours officiels. Et la raison est simple, d'après cette analyse, on ne s'attaque jamais, mais alors jamais, à la racine du problème. Ok, mais alors, s'ils ne sauvent pas la planète, à quoi ils servent tous ces trucs? Eh bien, leur fonction première, ce serait d'être une sorte de vernis moral. C'est là pour nous déculpabiliser, nous les consommateurs, pour nous donner la douce impression qu'on fait notre part, qu'on agit, pendant que la machine, elle, continue de tourner à plein régime. C'est exactement ce grand écart. D'un côté, on nous dit « Oh, ajustez un peu votre consommation, payez cette petite taxe ». Et de l'autre, il y a la machine, le système économique, ce TGV lancé à pleine vitesse qui ne ralentit pas d'un pouce. Et on voudrait nous faire croire que juste en tournant un petit bouton dans notre wagon, on va changer la direction de toute la locomotive. Sérieusement? Allez, on rentre maintenant dans le dur, dans le cœur de l'argument. C'est ce que l'analyse nomme le calcul impossible. Et là, attention, on n'est plus dans l'opinion, on entre dans quelque chose de froid, de logique. Presque, des maths. Alors, premier élément à poser, c'est quoi le capitalisme dans cette optique? C'est vu comme un système qui a une sorte d'algorithme de survie, un code source. Et ce code ne dit qu'une seule chose, croissance, croissance, croissance. Une croissance infinie. Sans ça, le système plante, il s'effondre. C'est sa règle numéro 1, non négociable. Voilà notre première prémisse. Notez bien. Prémisse A. Le système, pour survivre, a besoin d'une croissance infinie. Et en face, on met la deuxième prémisse, qui n'est pas une théorie économique, mais juste la réalité physique. Prémisse B, la planète, elle, ses ressources, tout ça, c'est fini, limité. Alors, la question qui tue. Comment est-ce qu'on fait rentrer l'infini dans du fini? Comment un système qui a un besoin vital de croissance éternelle peut-il bien fonctionner à l'intérieur d'une boîte, notre planète, qui, elle, a des limites bien réelles? La réponse, selon cette logique, est glaciale. C'est tout simplement impossible. Pas difficile, pas compliqué. Impossible. C'est une aberration mathématique. Bon, partons de ce constat, de cette contradiction fondamentale. Qu'est-ce qu'on en tire? Qu'est-ce que ça nous dit au fond sur la nature même du système? Le point clé, le voilà. La logique du marché est, de par sa conception, structurellement incapable de se freiner, de s'imposer la moindre limite. Lui demander de le faire, ce serait comme demander à un requin d'arrêter de nager. Ça reviendrait à lui demander de violer son propre ADN, son code source, l'expansion, encore et toujours, coûte que coûte. Du coup, la conclusion de l'analyse est, il faut le dire, implacable. Le véritable objectif du capitalisme vert ne serait absolument pas la santé de la planète. Non. Le but, ce serait de transformer la destruction du vivant en un nouveau marché. Un marché juteux. Chaque catastrophe écologique, chaque espèce qui disparaît, chaque pollution devient une opportunité, une nouvelle niche pour faire de la croissance. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question qui change tout. Et si la destruction de l'environnement n'était pas un simple bug du système, pas un défaut qu'on pourrait corriger avec une taxe par-ci, une technologie par-là, mais si c'était en fait sa fonction première, le résultat logique, normal, inévitable de son besoin de croissance infinie. On va s'intéresser à quelque chose qui pourrait bien changer notre regard sur ce que l'on mange. Parce que d'après le document qu'on analyse, il y a un véritable scandale sanitaire qui se cache juste là, dans nos assiettes. Et on va décortiquer ça ensemble. Alors voilà, des pommes de terre, des céréales, des légumes, bref, des aliments tout simples, du quotidien, le genre de choses qu'on a tous dans nos placards.
A priori, c'est le symbole même d'une alimentation saine, sans le moindre danger. Mais et si cette image d'Épinal était fausse? Et si, en réalité, derrière ces aliments qu'on croit si bien connaître, se cachait un danger complètement invisible? Eh bien, cette menace, elle a un nom, c'est le cadmium. Le document qu'on étudie est très clair là-dessus. On parle d'un métal lourd, un truc vraiment dangereux. Il est classé comme hautement cancérigène et on sait qu'il est super toxique pour les reins. Faut bien comprendre, ce n'est pas juste une petite impureté, non, c'est un poison, un vrai. Et c'est là que ça devient vraiment inquiétant. Parce que le problème avec le cadmium, c'est qu'une fois qu'il est quelque part, il ne s'en va plus. Quand il entre dans les sols, il y reste pour de bon. Et quand il entre dans notre corps, c'est pareil, il s'accumule. Le processus est irréversible. Chaque dose qu'on l'ingère vient s'ajouter à la précédente, encore et encore. D'accord, mais alors la question c'est, comment est-ce que ce poison se retrouve dans notre alimentation? Pour le savoir, il faut jouer les détectives, en quelque sorte. Remonter la piste. Et c'est justement ce que fait notre source, elle suit la piste des engrais. Et en fait, le parcours est d'une simplicité assez effrayante. Tout commence avec les engrais phosphatés, ceux qu'on utilise partout en agriculture. Le souci, c'est qu'ils contiennent du cadmium. Donc on répand ces engrais sur les sols, qui se gorgent de ce poison, et ça de façon permanente. Ensuite, évidemment, les plantes qui y poussent absorbent ce cadmium. Et à la fin de la chaîne, eh bien, ces plantes finissent dans nos assiettes. Attends une seconde, c'est juste hallucinant. Si je comprends bien, l'outil de base, celui qui est censé nourrir la terre, l'engrais, c'est lui la source du poison? Mais c'est le monde à l'envers, complètement. C'est exactement ça. Et du coup, la question qu'on se pose tout de suite, c'est « mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on continue d'utiliser ces produits si on sait qu'ils sont dangereux? C'est un accident? La négligence? C'est quoi le problème ?» Eh bien, d'après notre source, la réponse c'est non. Ce n'est ni un accident, ni de la négligence, c'est bien pire. C'est le résultat d'un calcul purement économique, d'un choix parfaitement délibéré de la part de l'industrie. Le choix, en fait, est d'une clarté assez terrible. Il faut savoir qu'il existe des moyens de purifier ces engrais, d'enlever le cadmium. La solution technique, la solution saine, elle existe. Le problème, c'est que l'industrie estime que ça coûterait, je cite, trop cher, que ça réduirait ses profits. Alors le choix est vite fait, on continue de vendre les engrais contaminés. Mais c'est donc ça le fond du problème. C'est pas une sorte de fatalité technique, pas du tout. C'est un choix conscient de l'industrie qui décide de faire passer ses profits avant la santé publique. Franchement, c'est révoltant. Et cette indignation, elle résume parfaitement le cœur de l'argument du document. Ce n'est pas juste une entreprise malhonnête dans son coin, non. C'est toute une logique de système où la rentabilité passe systématiquement avant la santé publique. La conclusion de la source est sans appel. En ne mettant pas en place des lois plus strictes, en ne forçant pas l'industrie à nettoyer ses produits, le système, dans son ensemble, ferme les yeux. Il accepte cet empoisonnement à petit feu, silencieux, de toute la population. Et il y a cette phrase dans le texte qui résume tout de façon percutante. Le contrat commercial prime sur le métabolisme humain. En gros, ça veut dire que l'accord commercial entre deux entreprises a plus d'importance que l'effet de leurs produits sur notre corps, sur notre santé. Waouh, cette phrase dit tout en fait. Le business avant la biologie. C'est une logique absolument froide, implacable. L'économie d'abord, nos corps après. Bon, si on récapitule les points clés de ce dossier, qu'est-ce qu'on a? Le poison, le cadmium, l'arme du crime, si on peut dire, les engrais phosphatés contaminés. La conséquence, une contamination irréversible des sols et des organismes. Le mobile, protéger les marges de profit à tout prix. Et le verdict, d'après l'analyse, les intérêts commerciaux passent avant la santé publique. Tout ça nous laisse avec une question de fond. Une question qui va bien au-delà de ce seul scandale du cadmium. Quand le profit devient la priorité absolue, qui paie vraiment l'addition? Quel est le vrai coût pour notre santé, à nous tous? C'est une question qui, je crois, mérite d'être posée. Imaginez un instant que la loi puisse devenir une sorte de pare-feu, un rempart ultime pour la nature. C'est un concept qui nous vient d'une analyse assez critique de ce qu'on appelle l'écologie de marché et qui propose un outil juridique pour mettre l'environnement au-dessus de tout le reste. Alors cette question qu'on voit, ce n'est pas juste pour la forme, c'est vraiment le cœur du sujet, le fondement d'un nouveau concept, la règle verte. L'idée, elle est toute simple, mais en même temps, elle est d'une puissance folle. Et si, tout simplement, la survie de nos écosystèmes avait plus de poids, légalement parlant, que n'importe quel accord commercial? Ok, pour bien comprendre, visualisons ensemble la fameuse pyramide des normes, la hiérarchie des lois. On l'a en tête? Bon, maintenant, on la prend et paf, on la retourne. C'est exactement ça, l'essence de la règle verte. Ce n'est pas une loi de plus qu'on viendrait ajouter à la pile. Non, elle vient se placer tout en haut, au sommet. C'est elle qui devient la référence, la norme suprême à l'aune de laquelle tout le reste est jugé.
Et attention, il faut bien comprendre que ce n'est pas un outil pour négocier, pour trouver un compromis. Pas du tout. C'est un bouclier juridique. Et le mot-clé ici, c'est « absolu ». D'après l'analyse qui propose ce concept, une fois qu'une communauté active ce bouclier, eh bien la discussion s'arrête. C'est terminé. La protection de l'environnement l'emporte, point, sans aucune condition. Bon, un bouclier absolu, d'accord, mais comment ça marche concrètement? Qu'est-ce qui lui donne sa force? Eh bien, tout repose sur un principe juridique qui est assez redoutable, le principe de nullité. Nul et non avenu, ces mots, on les a déjà entendus. Mais leur portée est immense. Il ne s'agit pas juste d'annuler quelque chose, de l'arrêter. Non, c'est bien plus que ça. C'est un effacement total. Un contrat qui est déclaré nul, c'est comme s'il n'avait jamais existé, jamais eu la moindre valeur légale. Et ça, de manière rétroactive, depuis le tout début. Et voilà la phrase qui est la clé de voûte de tout le système. Elle est simple, mais c'est elle, le moteur. L'analyse la décrit presque comme un virus qui s'introduirait dans le système juridique actuel. Un virus qui cible et qui neutralise, de façon automatique, n'importe quelle loi, n'importe quel contrat, n'importe quel accord qui pourrait menacer le vivant. Et pour être bien sûr qu'on ne revienne jamais en arrière, l'analyse ajoute un cadenas, une sécurité supplémentaire. C'est ce qu'on appelle le principe de non-régression. Pensez-y comme une rue à sens unique. En matière de protection de l'environnement, on ne peut qu'avancer. On peut renforcer les protections, mais jamais, au grand jamais, les affaiblir. Chaque avancée est verrouillée, elle devient définitive. Ok, donc en théorie, c'est très puissant. On a le concept, on a les mécanismes, mais en pratique, comment ça se passerait? Comment est-ce qu'une communauté, un groupe de gens pourrait utiliser cet outil? Eh bien, le document est très clair là-dessus, il donne un scénario d'application, très direct. Alors, regardons ça. Étape 1, un projet néfaste pointe le bout de son nez. Disons une usine toxique ou l'importation de produits pollués. Étape 2, une communauté locale, bien organisée, se réunit et invoque la règle verte. Et étape 3, la conséquence est immédiate. Le projet ou l'importation est tout simplement déclaré illégal sur leur territoire. C'est un véritable transfert de pouvoir. On passe d'un système où il faut supplier, manifester, négocier, à un système où la communauté a le pouvoir de dire non. Et ce non à force de loi, il balaye d'un revers de main tous les arguments habituels de type emploi ou libre-échange. Et c'est vraiment là que se situe le point de bascule. La citation est très parlante. L'écologie cesse d'être une option morale pour devenir un pare-feu infranchissable. Autrement dit, on sort du débat d'opinion, du « ce serait bien de », du domaine de la conscience personnelle. Ça devient une obligation légale. Ce n'est plus ce qu'on devrait faire, c'est ce que la loi impose. Mais cette analyse, elle ne se contente pas de poser une théorie sur la table pour qu'on en discute gentiment. Pas du tout. La fin du document, c'est autre chose. C'est moins une conclusion qu'un mandat. Un véritable appel à l'action, un appel à l'émancipation. Le message est clair et c'est un changement total de stratégie. L'idée c'est « arrêtons de demander la permission, arrêtons de négocier notre propre survie comme si c'était une marchandise ». L'appel c'est de commencer à construire, ici, maintenant, au sein de nos réseaux, à l'échelle locale, de manière autonome, de faire exister cette nouvelle réalité juridique. En un mot, il s'agit de s'emparer du droit. Alors, pour être bien clair, la règle verte, ce n'est pas une loi qui existe aujourd'hui. C'est une proposition, une sorte d'arme juridique à forger. Et au final, toute cette analyse nous laisse avec une question assez vertigineuse, une question fondamentale. Et si le droit, qu'on voit souvent comme l'outil des puissants, l'outil de l'ordre établi, et si ce même droit pouvait devenir en fait l'instrument le plus radical qui soit pour la préservation de la vie?